Alors, Bonjour, vous m'entendez? oui, oui, je t'entends bien, Giorgio. Ah, parfait. Ça nous a l'air de marcher. Salut, Voilà. Giorgio. Bonjour, Luc. J'ai mis Bonjour, Luc. Christophe, Luc, et maintenant je vais mettre aussi Pierre, où la caméra et le micro sont activés. Tous les autres participants n'ont pas le micro ni la caméra activée, mais pourront interagir via la chat. Très bien. Attends, je vais mettre un peu plus de volume, moi. Bon. Bon, oui, c'est bien moi. Hop. On a Christophe aussi qui est là. Oui, oui, je suis là. Bonjour, Tout va Luc. bien, Christophe? Ben oui, écoute. Alors, on y est arrivé. Enfin, Oui, on oui. est arrivé à quelque chose. On a Attends, fait, je vais on a fait remonter quelques efforts, mais il y avait 50 inscrits hein, de ce que disait Giorgio, donc Oui, je suis. oui, ben, je vois, j'ai tiré une liste là où il y a Ouais. voilà, pas mal d'inscrits. Peut-être il y en a qui vont se rajouter au fil des minutes qui passent. Il est 10h00, donc en principe, la session est ouverte maintenant, non? On va attendre 2 ou 3 minutes, les minutes Alors, françaises. oui, on va pas faire de mauvais esprit par les temps qui courent, ce ne serait pas de bon goût. Non. Voilà. Ah, 52 inscrits. Ah oui. 52, oui, ça m'étonne pas, parce que moi, je ne m'étais pas encore inscrit quand j'ai vu arriver les informations sur les 46, donc effectivement, il y en a un certain nombre qui, comme moi, se sont inscrits au dernier moment. Ça va, le son, là? Il faut parler plus fort, non? Non, on entend Non, bien. ça va, c'est bien. On entend bien? Ça paraît bien. On entend très Ça bien, paraît Luc. bien. Bon, d'accord, je regardais le haut-parleur. Mon haut-parleur à moi, je peux le monter un petit peu quand même. Allez, on va le mettre à 35. Voilà. C'est pas mal ce système-là de. Et donc les diaporamas qui vont être publiés, enfin utilisés, ils vont s'afficher sur la partie gauche de l'écran, quoi. Oui. Voilà. Vous les voyez, non? Ah oui, très bien. Oui, Mais c'est bien parce que moi, ça fait au moins 4-5 expériences de téléconférences comme ça, avec des logiciels différents. Il n'y en a pas deux pareils, mais bon, c'est bien, c'est moderne, ça. Ouais. Et à part les temps qui courent, encore une fois, ça évite d'avoir à se déplacer. Donc, c'est plutôt c'est assez efficace. Ouais. Au moins, on se voit, c'est déjà ça. Oui. Avec ClickMeeting, ça a l'air pas mal, Giorgio. Hein. Ouais, Oui, ça a l'air oui. pas mal, oui. Enfin, jusque-là, on a fait un truc avec le Blueprint Skills de la commission et avec l'Université de Gênes il y a quelques temps. C'était pas mal non plus, mais il y avait entre les différents ordinateurs, il y avait des différences. Enfin bon, là, trop rien à dire, ça a l'air d'aller. Non, il y a aussi pas mal de fonctionnalités. On peut enregistrer, on peut faire plein de rappels, on peut se mettre à dessiner aussi. Ah oui.
Et les paramètres audio-vidéo, j'ai pas osé cliquer sur les paramètres audio-vidéo parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire comme bêtise. Donc on voit bien que la caméra, on peut le micro aussi. Si j'ai un coup de téléphone, éventuellement, je peux couper mon micro et donc personne ne sera dérangé par voilà. Donc je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Surtout pour des gens qui ne sont pas organisateurs. J'ai ma webcam qui marche. Là, je vérifie un peu tout. Bon, a priori. On va peut-être. On peut commencer. Et 10h03. 10h03, je crois. Voilà. Bon. Commençons. Oui, commençons. Oui, donc Christophe Chéron, bonjour à tous les participants si vous m'entendez. Nous sommes très heureux d'avoir enfin pu organiser cette info des Français de l'appel 2020 de Shift Tourelle qui est ouvert depuis le début d'année après 2 tentatives infructueuses les 12 décembre et 8 janvier en relation avec la situation sociale un peu compliquée que la France vit en ce moment. Mais nous avons enfin pu organiser avec l'aide de l'entreprise commune Shift Tourelle cette infodé sous l'égide du PCN Transport, qui porte la participation, la communication vers les acteurs français des activités du programme Horizon 2020 et avec aussi le soutien de la FIF, Lucas Yadière, et puis de SNCF aussi pour l'organisation de cet événement. Je laisse donc la parole en ouverture à Pierre Pacaud du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et donc membre du PCN Transport pour l'ouverture initiale de cette session. Pierre, la parole est à toi. Merci beaucoup Christophe. Merci bien. Voilà, très bien, je suis en plein écran. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ensemble, comme l'a dit Christophe. Merci beaucoup à Christophe et à Giorgio d'avoir organisé effectivement ce webinaire. On est ensemble jusqu'à à peu près 12h30, peut-être un petit peu avant. Donc, effectivement, je suis Pierre Pacaud, en charge des aspects de mobilité et de ville durable au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On réalise, on organise cette session via le PCN Transport, donc le point de contact national transport, qui est, on va dire, piloté opérationnellement par Marie-Françoise Chirat. On a une pensée pour Marie-Françoise, elle est souriante en ce moment. Elle peut participer aujourd'hui, mais on pense vraiment très fort à elle. Et sachez justement que pour ceux qui ne le sont pas encore, on a eu des modalités d'organisation un petit peu chaotiques cette fois-ci, mais sachez que si vous l'avez, si vous n'êtes pas encore membre du PCN Transport, vous pouvez l'être. Les objectifs du PCN Transport, c'est avant tout de diffuser l'information des programmes européens. Et donc c'est avant tout une liste de diffusion auquel vous pouvez adhérer. Vous avez justement sur le slide que vous devez voir à l'écran l'adresse mail du PCN Transport et on vous renverra très volontiers vers les modalités pour s'inscrire à cette liste de diffusion pour être au courant de tous les événements qui informent justement et qui accompagnent, parce que c'est aussi le but du PCN de Transport, c'est d'accompagner les déposants de projets au programme européen. Donc n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail, donc pcn-transport@recherche.gouv.fr. C'est valable pour tous les modes de transport et tous les moyens de mobilité de façon générale. J'imagine que pour vous, c'est plus pour les aspects liés au rail. Un petit mot également sur le GTN Transport, qui est, on va dire, un groupe qui rassemble les acteurs de la recherche et de l'innovation dans le domaine du transport, donc à la fois les acteurs publics, les acteurs privés volontairement adhérents au GTN Transport. C'est un peu la même idée d'informer, mais c'est plus sur un angle participatif. Donc, dans ce groupe de travail, on a l'occasion de se réunir pour informer et pour faire remonter surtout les souhaits des acteurs français de la recherche et innovation dans le domaine des transports pour justement être plus force de proposition et peser plus, on va dire, sur la scène européenne. Pierre, donc là aussi, c'est pareil. Pierre, on vient de recevoir un message via la chat qu'on vous entend plus. Moi, je vous entends.
Oui. Est-ce que Christophe Moi, j'entends très bien Pierre. Ok, ben alors. Moi, j'entends très bien Pierre aussi. Donc, c'est un Non. problème. Amélie Esporou, c'est un Ouais. problème de votre part. Ouais. Ouais. Bah, peut-être faut-il lui envoyer un petit mail par Oui, chat, enfin un petit Oui, chat je vais aussi, le faire. si vous Oui. pouvez le faire. Voilà, donc juste je termine par rapport au GTN Transport. On va dire, si vous voulez jouer un rôle et être une voix que l'on aide à porter à l'échelle européenne, là aussi, je peux vous expliquer un petit peu mieux. Envoyez-moi un message à pierre.paco@recherche.gouv.fr. Voilà. Donc on est ici et les collègues vont parler beaucoup mieux que moi évidemment pour présenter les appels à projets Shift to Rail 2020. J'ai quelques messages clés, ce qui vont pas vous surprendre, hein, à la fois portés par le ministère de la Recherche et de l'Innovation, mais également par le MTES, donc le ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et solidaire, de mon collègue Pierre Terrier, que certains d'entre vous connaissent, et qui est maintenant au bureau SNCF, au MTES, donc à la Direction générale des transports. Pour vous dire, mais là aussi ça va pas vous étonner, mais on le réaffirme, que le rail, c'est un élément clé de mobilité évidemment, en France et pour l'Europe, et ça a le bon goût aussi de nous aider collectivement à lutter contre le changement climatique, avec un fort potentiel de réduction des émissions de CO2. Donc c'est plus que jamais d'actualité. Ça a un rôle un peu de colonne vertébrale des transports en Europe. C'est un avis qui est quand même globalement partagé en Europe. C'est pas seulement la position de la France. Et notre souhait, c'est d'accélérer, d'augmenter, on va dire, la compétitivité du rail. C'est ça peut-être qui lui fait défaut par quelques aspects, les aspects de coût et les aspects de qualité de service. Et pour arriver à justement jouer à l'avenir un rôle clé, encore plus clé qu'il l'est aujourd'hui, eh ben c'est important évidemment de mener des actions de recherche et innovation. Et à l'échelle européenne, H2020 aujourd'hui et Shift to Rail en particulier a un rôle clé pour ça. Donc, c'est un point super important pour nous, puisqu'en fait, la politique française de recherche et innovation s'appuie beaucoup sur les programmes européens, qui arrivent à mobiliser des moyens qui sont encore plus élevés que ce qu'on peut avoir en France. Mais ça veut dire qu'il faut y participer. Globalement, le taux, on va dire le taux de succès des Français est bon, mais le taux de participation n'est pas assez bon. Alors, puisque vous participez à ce webinaire, je suis sûr que vous êtes, on va dire, volontaire pour participer et pour poser candidature pour ces appels à projets. Donc, c'est très important pour ça. Dans les aspects, on va dire, de propulsion propre, lorsque l'électrification du réseau n'est pas possible ou n'est pas souhaitable, mais également dans tous les domaines que vous allez voir. Donc, la France aujourd'hui ne participe pas assez, donc du coup ne retire pas assez. Il y a de la place pour les acteurs français. Il y a une vraie, on va dire, une vraie compétence en France. Donc, n'hésitez pas. Et le PCN Transport est aussi là pour vous accompagner et pour vous aider dans ces appels à projets. Donc, on est dans H2020, la dernière année de H2020. Il faut continuer justement à participer. Je vais pas être plus insistant par rapport à ça. Et demain, il y aura Horizon Europe à partir de 2021-2027. Il y aura un partenariat sur le rail qui s'appelle aujourd'hui Transforming Europe's Rail System, qui prendra la suite de H2020. Les collègues dont Christophe et Giorgio y travaillent. Voilà, donc on est reparti après en 2021 sur un autre programme avec des modalités, on va dire, à première vue globalement proches. Voilà, donc je vais arrêter là parce que j'étais peut-être déjà un peu trop long. Je repasse la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. N'hésitez pas, notamment par chat, on pourra y répondre. Et je repasse la parole, alors soit à Christophe, soit à Luc, qui va faire la suite de cette introduction. Merci Pierre pour ce discours très positif vis-à-vis du mode ferroviaire et de l'ensemble de ses acteurs, et de rappeler que pour la France, le programme Horizon 2020 et toutes ses activités sont des éléments importants. Le partenariat Shift to Rail s'adresse d'abord aux industriels, et donc je laisse la parole à Luc Aliadière de la FIF pour ses mots d'introduction de ce webinaire. Bien, bonjour à tous.
Je ne vais pas renouveler les remerciements, mais je crois que nous avons été un certain nombre à nous acharner un peu pour réussir à se parler et à se voir au moins, même si je suis le premier à penser que c'est mieux de se voir physiquement dans une salle et de pouvoir discuter en tête à tête en plus derrière avec elles et ceux à qui on a envie de parler, mais on fait au mieux et je pense que c'est une bonne solution que d'avoir ce webinaire. Donc, merci à ceux qui se sont acharnés et à ceux qui l'ont organisé. Je ne vais pas reprendre toutes les choses que j'ai déjà dites ces dernières années. Je pense que nous en sommes à notre 4e opération d'information, de jour d'information sur Chiftourel. Je rappelle seulement que moi, je suis en charge de représenter les entreprises du secteur privé, les industriels, et que ce programme Chiftourel a été créé donc il y a maintenant quelques années avec un double objectif. Le premier objectif qui était celui du départ de l'UNIFE quand il y a eu cette demande de Joint Undertaking sur la recherche et l'innovation ferroviaire. Un des objectifs, c'était la compétitivité mondiale de l'industrie ferroviaire européenne. Cet objectif n'a pas disparu. Il a d'ailleurs eu un nouvel élan grâce au groupe d'experts que la Commission, par ses DG Gros et DG Mou, a mis en place. Mais c'est un autre sujet. Cela dit, l'innovation fait partie des grands axes de ces actions en vue de développer la compétitivité de l'industrie ferroviaire européenne. L'autre aspect est tout aussi important, et pour nous, industriels français, est très, très important, c'est de contribuer aux objectifs donc, de Single European Rail Area, donc les objectifs qui sont émis par plutôt la DG Move et qui visent à ce que le secteur européen, le système ferroviaire européen soit plus efficace. Et ce n'est pas insulter qui que ce soit, ni dire des choses négatives que de dire qu'il y a du boulot. Voilà. Donc, sur les deux volets des objectifs de Chiftourel, nous, entreprises industrielles françaises, nous avons de très bonnes raisons de nous intéresser à ce programme. Alors, nous avons la chance de l'avoir eu. Il y en a déjà qui travaillent sérieusement pour une deuxième phase de Chiftourel, mais c'est une autre histoire. Réalisons et réussissons la première, et pour nous, il est bien certain que il est important que tous les acteurs s'engagent. Alors, on a les membres fondateurs, les membres associés. Je ne reprends pas les détails qui vont être donnés certainement par Giorgio dans quelques minutes. Là, nous parlons des entreprises qui ne sont pas membres de la JU, qui ne sont donc ni membres fondateurs ni membres associés, et qui ont, comme tous les ans, une opportunité de s'impliquer dans Chiftourel. Je crois qu'il y a 11 open calls cette année dans différents sujets. Je suis content qu'un certain nombre d'entreprises, qu'elles soient PME ou pas PME, se soient branchées pour écouter. Écoutez bien, j'ai envie de dire, mais ça c'est une recommandation un peu superflue. Écoutez bien, car vous allez éventuellement identifier que dans les figures imposées, je rappelle, Chiftourel, c'est un fonctionnement en figures imposées. On n'est pas en figure libre comme en patinage artistique. Non. Chiftourel a prévu de faire des appels sur des sujets bien encadrés. Et si sur des sujets qui vont être présentés, votre entreprise vous voyez un intérêt à vous intéresser à la question, c'est là qu'il faut bien tendre l'oreille et éventuellement manifester l'intérêt par un autre chemin que simplement d'avoir rendu et commencer à envisager de vous engager dans le dispositif. C'est une opportunité, je dirais, sans égale, parce que le programme est ambitieux. Bon, financièrement, il apparaît comme important, il l'est. Découpé en petits morceaux de puzzle, c'est un peu plus limité, on va dire, mais qu'importe. Les actions ont été parfaitement bien évaluées en termes de volume et en termes de financement, contribuant autant que faire se peut aux morceaux de puzzle qui nous intéressent, nous concernent. Voilà. À partir de là, je pense que les entreprises auront eu l'occasion d'entendre, de voir, d'évaluer et de décider si elles ont envie ou pas de s'engager dans Chiftourel. Tout le monde sait bien, en tout cas à l'affiche, nous le savons bien, que le
principal sujet d'engagement des PME, notamment dans les programmes européens, c'est beaucoup la question de la disponibilité. Ce n'est pas tellement la question financière. Giorgio nous expliquera que les open calls sont assez bien couverts sur ce terrain-là. C'est la question de la disponibilité. Avez-vous des ingénieurs capables de passer un peu de temps, même s'il est remboursé? C'est un choix stratégique. Il faut bien se poser la question de savoir, il y a un sujet qui, sur chacun des différents open calls, est-ce que vous êtes prêt à investir du temps passé, je répète, pas forcément de l'argent ou pas beaucoup d'argent, pour contribuer à tout cela? Vous savez aussi qu'il va falloir avoir des partenaires dans d'autres pays. C'est quand même une très belle entreprise. Hein. Et je répète, pour nous en France, les besoins de progrès, d'amélioration de l'efficacité du système ferroviaire sont très importants. SNCF Réseau a déjà commencé pas mal de choses avec Patrick Jeantet. Je suppose que son successeur continuera ses efforts et que tout ça se fera dans un cadre partenarial assez développé ou encore plus développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, donc j'ai un peu résumé ma pensée. Regardez bien, essayez de considérer les sujets qui sont proposés, de voir si votre entreprise aurait des choses à y dire, et à partir de là, n'hésitez pas à y aller. Donc, c'est un mot que j'utilise aussi assez souvent dans notre expérimentation du digital avec SNCF Réseau, le Digital Open Lab. Osez, osons ensemble. Et s'il y a des questions, des difficultés ou des... Voilà, je pense sincèrement qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Côté FIF, j'ai un interlocuteur que je crois à peu près tout le monde connaît, donc lalia.fif.asso.fr. Mon téléphone, il est bien connu aussi, mon portable comme mon téléphone fixe, surtout mon portable parce que je travaille à partiel, et donc il y a des moments où je suis plus facile à joindre sur le portable. Posez des questions, j'essaierai de vous expliquer si je sais, sinon je vous rerouterai vers Shift2Rail. Hein. Giorgio est toujours un interlocuteur patient, disponible quand il le peut, mais il l'est souvent. Voilà, donc on vous expliquera, et puis j'espère que un maximum d'entreprises auront envie d'y aller. Voilà, donc je repasse la parole à notre animateur, Christophe. Merci Luc, merci beaucoup pour ces éléments très positifs sur Shift2Rail. Et donc maintenant nous allons passer, alors j'espère que oui, je vois les derniers messages, la qualité s'améliore, j'espère que vous allez pouvoir entendre et voir. N'hésitez pas à vous connecter sur la petite roue crantée en haut à droite de votre écran pour régler son et vidéo. Ah, on ne m'entend pas. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole à Giorgio pour d'une part nous présenter les conditions de participation aux activités de Shift2Rail, donc à ces appels ouverts, et ensuite qu'il nous présentera appel par appel l'ensemble des propositions qui sont faites pour l'année 2020 aux acteurs non membres de l'entreprise commune. Giorgio, la parole est à toi. Merci Christophe. Peut-être pour améliorer la qualité, je vous demande à Christophe, Pierre et Luc si vous pouvez désactiver le micro pendant qu'une personne parle. Peut-être ça va aider. Il y a peut-être un peu moins de flux de données qui vont passer si vous avez désactivé le micro. Bonjour à tout le monde, donc moi c'est Giorgio Travaini. Si je change voilà de slide, vous voyez mon nom. C'est pas le nom affiché à droite. À droite vous voyez Carlo Borghini, qui est le directeur exécutif de la Joint Overtaking, et disons le nom utilisateur qu'on a utilisé pour cette réunion, c'est lui, donc vous voyez lui affiché au lieu de moi. Vous avez bien compris, je suis pas francophone d'origine, donc j'aurais peut-être un peu du mal parfois sur quelques mots, surtout techniques. Donc quand je parlerai des appels à propositions, probablement j'utiliserai des mots en anglais. Donc, permettez-moi ça.
si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas justement à écrire dans la chat. Donc, Shift2Rail, aujourd'hui, elle a déjà lancé 5 appels. Ceci est le 6e appel. Les 2 premiers appels ont été lancés en même temps. Donc, en fait, au niveau de call, c'est la 5e call. Et vous pouvez voir le nombre de participants et le nombre d'entreprises et le nombre de pays qu'on a déjà couverts avec les appels à proposition de Shift2Rail, que comme Luc a bien expliqué, ils sont déterminés dans le contenu. Donc, vous voyez également qu'on a 28 membres et on a ces membres, pourquoi? Parce qu'on est une entreprise, un partenariat public-privé. Et dans ce partenariat public-privé, la partie privée est représentée par les membres. On a 2 types de membres, les membres fondateurs et les membres associés. Et vous pouvez voir en haut à droite dans le graphique que les membres fondateurs et associés contribuent à l'entreprise commune. Donc, en fait, ce que vous voyez en bleu, c'est leur contribution en plus du financement qu'ils reçoivent. Ensuite, on a un certain nombre de participants qui peuvent accéder au fonds de Shift2Rail pour ce programme, toujours avec ces appels à proposition. Et de leur part, on ne demande pas normalement une contribution, c'est-à-dire, vous verrez bientôt, on a des financements à 100% des coûts éligibles ou 70% des coûts éligibles. Surtout les appels à proposition sont ouverts, c'est-à-dire sont plutôt, disons, favorables à avoir des universités et de petites moyennes entreprises. Et d'ailleurs, cela est bien identifiable avec les numéros que vous voyez à gauche. Mais rien n'est exclu, il n'y a pas d'indication, sauf s'il est indiqué dans l'appel lui-même, sur le type de partenaire qui peut participer. Donc, aujourd'hui, on a un programme qui est identifiable en programme d'innovation. On a 5 programmes d'innovation que vous trouvez à droite de l'écran. Ces 5 programmes d'innovation, vous verrez par la suite, couvrent en fait tout le système ferroviaire. Et on a des activités transversales qu'on appelle cross-cutting activities. Donc, l'idée, quand je dis qu'on couvre tout le système, l'idée, c'est, on a divisé le sous-système ferroviaire en programmes d'innovation. Ceci a facilité la mise en place de programmes de recherche, a facilité l'échange entre experts du même domaine, mais il faut toujours avoir en tête qu'on a affaire avec un système ferroviaire qui est un système de sous-système, avec l'infrastructure, les opérations et le rolling stock. Donc, le but de Shift2Rail, c'est bien sûr innover avec des technologies, avec des solutions, avec des processus, mais ensuite insérer tout ça dans une approche de système. Donc, c'est pour cela que récemment, on a aussi lancé des activités qu'on appelle IPX. Donc, c'est un IP qui n'existait pas, un Innovation Program qui n'existait pas. Et l'idée derrière, elle est double. Donc, d'un côté, on veut ouvrir le programme Shift2Rail à des technologies et des innovations auxquelles on n'avait pas encore pensé quand on a mis en place le programme et que vont aussi au-delà du cadre du programme de façon à permettre à, disons, toute entreprise de s'insérer avec ces nouvelles technologies d'innovation principalement. Et donc, on a lancé plusieurs activités sur des concepts d'intelligence dans le véhicule, d'automatisation, d'intelligence artificielle. Mais ensuite, le deuxième volet de ces activités de l'IPX, c'est celle-là de mettre tout ensemble ces innovations et commencer à raisonner au niveau système.
Donc, raisonner au niveau performance du système et non plus raisonner à niveau seulement de sous-système. Et pour cela, on est aussi en train de discuter comment faire en sorte que les différentes données, les différentes bases de données existantes déjà dans le système ferroviaire peuvent être partagées. Donc, ceci, c'est un petit peu l'histoire d'où on en est avec Shift2Rail, comment on a été structuré et où est-ce qu'on est en train d'évoluer. Et ensuite, maintenant, je vais vous présenter le dernier appel d'offres. Et c'est le dernier aussi ici pour deux raisons. Première chose, c'est que il vient de sortir, donc c'est le dernier. Et deuxième chose, c'est le dernier parce que le programme Shift2Rail est couplé avec Horizon 2020. Et comme Pierre avait dit tout à l'heure, Horizon 2020 a ses derniers appels en 2020. Donc, normalement, ceci, ça va être le dernier appel de Shift2Rail 1. S'il y aura une continuation, et vous avez aussi entendu de Pierre et aussi de Luc qu'on est en train d'y travailler, mais surtout, on a besoin de votre support pour cela, fort probablement, il y aura une continuation avec un nouveau programme de travail entre 2021 et 2027. Comment les appels à propositions sont structurés? Ceci, c'est encore un peu théorique, mais c'est important, surtout si vous n'avez jamais participé aux appels à propositions de Shift2Rail. Je vois que quelqu'un... Ah non, oui, voilà. Christophe a déjà répondu que les slides vont être diffusés. Dans cette slide, vous voyez que Shift2Rail part d'un master plan, c'est-à-dire c'est le document programmatique qui définit les objectifs de l'entreprise commune. Mais ceci est encore de très haut niveau, il a été approuvé par le Conseil, donc par les États membres. Ensuite, on a voulu détailler cela en un programme d'application. Et celui-ci, ça s'appelle MAP, Multi-Annual Action Plan. Et dans ce Multi-Annual Action Plan, en particulier la partie B, vous allez trouver toute la description technique des activités de recherche que nous devons faire dans Horizon 2020. Donc, jusqu'au ce dernier appel à proposition. Donc, cet dernier appel à proposition, en fait, clôture les activités du Multi-Annual Action Plan. Par contre, Shift2Rail ne pouvait pas lancer toutes les activités à une fois. Pourquoi? Parce que on a un budget annuel. Et donc, pour cela, on a divisé le Multi-Annual Action Plan en activités annuelles. Et des activités annuelles dérivent les appels à propositions annuels. Et des appels à propositions annuels, ils dérivent ensuite des projets que si vous êtes sélectionné et vous allez pour le funding, vous allez amener et vous allez ensuite contribuer aux différents innovation programs et on reboucle le cercle. Voilà, ici c'est ce que j'ai plus ou moins expliqué. Dans l'intérêt du temps, j'avance. Voilà, ici vous voyez les spécificités du programme. On a des appels pour les membres et des appels pour les non-membres. Ou mieux dit, on a des topics, des sujets pour les membres, des sujets pour les non-membres. Ici, on va se concentrer pour les non-membres, parce que je suppose que la plupart d'entre vous est intéressé au Open Call et vous n'êtes pas membre. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi cette distinction tout à l'heure. Mais vous voyez déjà pour les non-membres, comme Luc a expliqué, il y a 11 topics ouverts et il y a un cofinancement de 20 millions d'euros. Donc, il y a une petite contribution sur certains topics qui ne sont pas financés à hauteur de 100%, mais de 70%. Et donc, il y a une petite contribution de 2,8 millions. Ensuite, si vous regardez sur le site web de Shift2Rail, vous verrez dans le Hour Plan qu'on a indiqué aussi 3 tenders et aussi 4 prix.
Donc, ils sont brièvement expliqués dans la No Work Plan. On n'a pas encore les spécifications pour cela, et donc je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé à ces topics, vous allez suivre le site web de Shift4Rail et on va publier l'information là dès que les spécifications sont écrites. Donc, comme je vous disais, un petit peu de règles, comme ça, surtout pour les gens, les personnes, les compagnies qui n'ont pas encore participé dans Shift4Rail. Les conditions pour participer dans Shift4Rail sont les mêmes de Horizon 2020. Donc, si vous voyez qu'un topic est indiqué comme Research and Innovation Action, RIA, ou Innovation Action, IA, ça veut dire qu'il doit y avoir au minimum 3 entités légales de 3 États membres ou membres associés à Horizon 2020 qui font partie de ce consortium, de votre proposition. Ensuite, on a un type de action, ici on appelle, c'est-à-dire de topic, de sujet, qui est CSA. Et si est CSA, dans ce cas, la condition de minimum 3 entités légales n'est pas valable et donc une entité légale il suffit. Vous pouvez avoir dans votre consortium des entités qui ne sont pas États membres de l'Union européenne ou ne pas Société Country de Horizon 2020, mais en principe ne seront pas éligibles pour le financement. Ensuite, on a dans Shift4Rail une condition additionnelle. Ceci est important quand vous formez votre consortium. Pourquoi? Parce qu'on a divisé les topics en Call for Member, qu'on appelait CFM, Call for Member, et donc pour les membres, et Open Call, c'est-à-dire OC, c'est-à-dire pour les non-membres. Ce qui est ouvert pour les membres, ces topics sont seulement ouverts pour les 28 membres de la GU que je vais vous montrer dans un instant et leur entité affiliée. Donc, c'est-à-dire aussi je vais vous montrer dans la slide prochaine qui sont les entités affiliées et ensuite les open calls sont en fait pour tous les autres. Les entités affiliées, vous le voyez ici, après les slides vont être distribués, mais en fait, c'est des entreprises qui sont sous le contrôle direct ou indirect de l'entreprise membre de Shift4Rail. Donc, ceci, c'est une notion importante parce que ça veut dire que c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Ici, c'est les membres de Shift4Rail, vous les voyez aussi sur le site web de Shift4Rail, mais ceci est important parce que si vous voulez répondre à un open call, vous ne pouvez pas avoir dans votre consortium en tant que bénéficiaire un de ces membres ni un membre affilié, une entité affiliée de ces membres. Okay? Donc, une entité sous le contrôle direct ou indirect d'un de ces membres. Alors, ceci dit, les membres pourraient éventuellement participer en tant que sous-traitants aux open calls. Et c'est vrai aussi le contraire, c'est-à-dire que les membres, les non-membres, ils pourraient participer à un call for member, donc un topic des membres, s'ils sont sous-traitants d'un de ces membres ou bien aussi dans la condition où ils sont linked third party, mais pas bénéficiaires directs, donc pas membres du consortium directement. Donc, la raison pour laquelle on a divisé ces deux catégories, c'est surtout pour des raisons budgétaires, parce qu'il y a au moins 30% du budget des calls de Shift4Rail, tout confondu, qui sont alloués aux non-membres. Et en faisant cette division, on s'assure que ce 30% soit respecté. Le funding rate, comme j'ai expliqué, c'est 100% ou 70%. C'est 100% dans le cas des topics qui sont identifiés comme Research Innovation Action et Support Coordination and Support Action, et tandis qu'ils sont 70% pour les Innovation Action. On parle toujours de coûts éligibles. Donc, la définition de coût éligible, c'est toujours celle de Horizon 2020.
Vous pouvez voir toutes les règles, bien sûr, aussi sur le site web où vous allez faire l'application. À partir du site web de Shift4Rail, vous pouvez voir tous les liens pour mettre en place l'application. Dans le cas de Innovation Action, si votre entreprise c'est un non-profit organization, vous êtes de toute façon financé à 100%. Ensuite, sur ce 100%, on applique aussi un flat rate de 25% sur les coûts indirects. Donc, tout ça, c'est des règles Horizon 2020. Encore une fois, rien de spécifique pour Shift4Rail. Même chose, le processus pour le call, rien de spécifique pour Shift4Rail. La call deadline cette année, c'est le 21 avril. Ensuite, on aura maximum 5 mois, enfin, c'est tout indicatif, mais disons maximum 5 mois pour l'évaluation de la proposition, maximum 3 mois pour la préparation du contrat, du grant agreement, et ensuite le préfinancement commencera et tous les membres du consortium commenceront leur activité. Donc, en total, c'est 8 mois maximum entre le jour où vous soumettez votre proposition, enfin, ou mieux, le jour de la call deadline et le jour où vous allez commencer le projet. Maintenant, expérience montre que sauf soucis techniques ou administratifs, on arrive à raccourcir significativement ces 8 mois, donc en général de la moitié ou 5 mois. Normalement, en 5 mois, les projets partent. Mais ceci dépend aussi du consortium et de leur capacité de finaliser tous les détails pour signer le contrat. Alors ici, je vais vous expliquer aussi brièvement comment lire notre programme de travail. Donc tout le contenu des topics, ça se trouve dans le Annual Work Plan. Et l'application, ça se fait via le Funding and Participant Portal. Vous avez encore une fois tous les liens sur le site web de Shift4Rail. Vous allez cliquer sur Participate, Call, et vous avez tous les liens qui vous transportent au bon endroit. Mais surtout, comme je vous ai dit, vous devez faire attention si le topic c'est un open call ou un call for member. Encore une fois, si vous êtes des non-membres, vous mettez en place un consortium pour répondre à un appel à proposition des open calls. Et malchance, vous ne regardez pas et vous avez dans votre consortium un des non-membres, nous ne pouvons pas évaluer votre proposition parce que c'est une condition d'éligibilité. Donc, c'est très important. En tout cas, quand vous faites l'application, vous aurez un onglet qui vous demande, en tant que coordinateur, le coordinateur doit confirmer que dans son consortium, il n'y a pas des membres ou des membres affiliés de Shift4Rail. Même chose les CFM, si vous êtes non-membre, vous ne pouvez pas participer dans les CFM. Ensuite, vous voyez l'Innovation Program ou le Cross-Cutting Activities. Et vous voyez également si c'est un Research Innovation Action ou CSR. Et important aussi, le niveau de TRL, Technological Readiness Level. Ceci, c'est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on s'attend où le projet doit arriver. C'est-à-dire, dans cet exemple, si on dit qu'on s'attend à un TRL 3-4, ben, vous ne devez pas mettre en place une proposition en disant « j'ai déjà une solution sur le marché, je vous l'offre ». Parce que ça, ce serait du TRL 9. Donc ici, on cherche de l'innovation au niveau TRL 3-4. Vous pouvez faire plus, mais vous ne pouvez pas partir, disons, déjà d'un TRL très, très élevé, parce que sinon, il n'y a pas d'innovation. Ensuite, vous voyez le maximum co-funding rate et vous voyez la valeur de l'action. Dans ce cas, c'est financé à 100%, donc ça correspond. Ce funding, il est maximum, c'est-à-dire c'est pas utile et c'est contre-productif de votre part de faire une proposition plus haute que dans ce
cas particulier, 950 000 euros. Par contre, il n'y a aucun critère qui donne plus de points, si vous voulez, à une proposition qui coûterait moins cher. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité de la proposition. Par contre, on n'a pas d'argent en plus disponible. Pourquoi? Parce que le budget total a été mis en place pour que finalement, il y ait au moins une proposition pour chaque topic qui soit financé. Vous voyez ici, c'est un tableau qui montre quels sont les IP couverts. Donc, pardon, tout a été couvert pour les open calls sauf l'IP5. Donc, la partie fret n'est pas couverte cette année. Et la principale raison, c'est que on aura, comment dire, déjà couvert la plupart des activités, aussi avec les activités que les membres font cette année. Cela dit, on a encore un tender, pas de cette année, mais de l'année passée, qui est encore en suspendu, qui concerne le fret. Donc, il y aura peut-être aussi cette année une activité sur le fret, mais au niveau du tender. Ceci, c'est le Technological Readiness Level. Je ne vais pas trop dans le détail, ces slides seront distribués. Mais c'est important, encore une fois, que vous regardiez cela. Comme ça, vous savez qu'est-ce qu'on s'attend des différents projets. Chaque projet est lié, comme j'ai dit, au master plan et au MAP. Et ce qu'on fait, c'est qu'on identifie quels projets doivent collaborer entre eux. Pourquoi? Parce qu'on a fait une division entre membres et non-membres, mais les sujets de travail sont souvent les mêmes, sauf qu'ils font différentes activités. Donc, ils sont tout à fait complémentaires. Et pour cela, les membres et non-membres doivent travailler ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans les topics, on a défini ce qu'on appelle la complémentarité. Et cette complémentarité est identifiée dans le topic. Donc, il est clairement indiqué votre topic avec quel autre topic va être complémentaire. Donc, vous le savez le moment où vous allez mettre en place votre proposition. Et ensuite, on va l'indiquer de manière obligatoire dans le contrat. Donc, dans la rédaction de votre proposition, prenez déjà en compte le fait que vous serez obligé à partager vos résultats techniques avec la proposition, enfin avec le projet complémentaire des membres. Et ceci, c'est pour s'assurer que le programme soit réalisé. Et vous verrez bientôt quels sont les sujets et pourquoi il y a cette complémentarité. Ensuite, sachez qu'on a des steering committees pour chaque IP et cross-cutting activity. Et on va vous demander si vous gagnerez un projet, de participer aussi à ces steering committees afin qu'on regarde quelle est la progression de votre projet et on promeut des synergies entre projets. Ensuite, on aura les Shift to Rail Program Managers qui sont les Central Contact Points pour vous. Donc, le coordinateur sera en contact avec des gens de mon team. Cette collaboration entre membres et non-membres est réalisée via un Collaboration Agreement que vous ne devez pas déjà rédiger maintenant, aussi parce que vous ne savez pas, si vous êtes gagnant, souvent, c'est une complémentarité avec un projet des membres qui n'est pas encore parti. Donc, vous ne pouvez pas encore mettre en place ce Collaboration Agreement. Mais une fois qu'on a fait l'award des grants, c'est-à-dire qu'on a choisi quels projets vont être financés, vous rentrerez en contact avec le projet complémentaire pour définir qui fait quoi, avec quel timing et quels documents vous allez vous échanger ou quelles réunions vous allez partager. Sachez que dans les topics eux-mêmes, on a déjà indiqué, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on a déjà indiqué quel livrable on s'attend pour quelle période, pour quel mois, plus ou moins, de manière indicative. Et ceci, c'est
pour faciliter ensuite la complémentarité entre projets. De façon, on sait plus ou moins que dans cette période, on aura besoin de ce livrable et donc on l'a écrit dans le topic. Donc ici, on va commencer à discuter les topics. Le premier topic qui concerne l'IP1. L'IP1 concerne le matériel roulant. Donc, vous voyez ici, il y a les principaux sous-systèmes du matériel roulant. Le seul peut-être qui manque, c'est le pantographe. Mais on couvre avec des démonstrateurs, des activités techniques de démonstration, parce que ceci, c'est le résultat final de Shift2Rail, c'est-à-dire on devra démontrer des innovations au niveau de tous ces sous-systèmes. Donc, on couvre les innovations pour tout cela. Ici, et je vais vous expliquer un peu plus dans le détail comment lire cette présentation et ensuite, vous aurez la même chose pour tous les autres IP, mais vous pourrez le voir calmement chez vous parce que la présentation va être distribuée. C'est votre petit peu clé de lecture sur ce qui a été déjà fait et ce qu'on doit encore faire. Donc, comme je vous ai expliqué, le programme de Shift2Rail est un programme multiannuel qui a été mis en place avec des projets annuels. Ces projets annuels, il y en a quelques qui sont déjà finis. Par exemple, ce sont ceux qui ont été lancés en 2015-2016. Et donc, ici, vous voyez dans le TD Traction, dans le TD, c'est pour Technology Demonstrator, on a Roll2Rail et Pinta, donc deux projets des membres dans ce cas, qui sont terminés. Cette information sur le projet peut être intéressante. Pourquoi? Parce que dans le site web de Shift2Rail, si vous allez dans l'onglet Projet, vous allez voir tous les projets et les livrables publics de ces projets. Donc, c'est assez facile de trouver ce qui a été déjà fait. Ensuite, ce qui est en cours en ce moment, c'est un autre projet des membres qui s'appelle Pinta 2, qui a commencé en 2018, fin 2018. Il est encore en cours et sera en cours jusqu'à fin de cette année. Et là aussi, vous allez aussi trouver des livrables publics, bien sûr moins parce que ce projet n'est pas encore fini. Et ensuite, vous voyez que dans le programme de travail 2020, qui est le sujet de cette call 2020, on a deux sujets, un pour les membres et un pour les non-membres. Donc, un CFM, un Open Call. Et avec ça, on aura terminé les activités du TD démonstration pour arriver en 2022 avec les démonstrations du système de traction. Ce sera la même chose pour le TSMS, pour le Car Body Shell, pour le Running Gear, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, si je prends, je ne sais pas, le Car Body Shell, on a Mat4Rail qui était un Open Call et on a Carbodine qui est un autre Open Call. Dans ce cas, c'est deux consortiums différents qui ont, le premier consortium avait gagné le premier, le deuxième consortium avait gagné le deuxième. Dans le cas du TSMS, c'était presque le même consortium, c'est-à-dire, vous voyez, Safe4Rail 1 et Safe4Rail 2. Pourquoi? Parce que ce consortium a su s'adapter mieux qu'un autre consortium. Mais en général, c'est sûr que dans le topic, vous avez tous les éléments pour pouvoir répondre, même si vous n'avez pas encore participé aux activités de Shift2Rail. C'est-à-dire, on va vous donner les liens aux livrables publics qui vous serviront pour répondre correctement à l'appel Open Call. Donc, ainsi de suite, vous allez voir par exemple qu'on a certains TD, comme vous voyez ici sur le système de frein, les portes et les interiors, où on n'a pas d'open call cette année. C'est-à-dire qu'avec les activités en cours, on va terminer le Multi-Annual Action Plan, donc le TD de ces activités. Ensuite, vous voyez sur l'IP1 quels sont les topics ouverts, les open calls ouverts. Donc, on a un topic qui supporte le développement de nouveaux systèmes de traction. C'est un TRL bas, donc c'est pas
un projet qui aide la démonstration, mais, enfin, il aide la démonstration, mais il n'est pas supposé créer un démonstrateur lui-même. C'est un TRL très bas. Donc, c'est 2 300 € de financement. Vous voyez ici la complémentarité. La complémentarité, c'est avec le projet des membres qui, lui, fera la démonstration en haut TRL 6.7. Et Impact 2, c'est un cross-cutting activities. Vous avez aussi un topic qui concerne le TCMS. Celui-ci, par contre, il a un TRL élevé, c'est-à-dire qu'il est une innovation action, donc financé à 71%. Et celui-ci, c'est-à-dire qu'il va aider la démonstration du TCMS avec les membres, bien sûr, avec les membres complémentaires. Donc ici, on s'attend que aussi les non-membres amènent quelque chose au niveau de démonstrateur. Et ici, le running gear, donc c'est un TRL 5.6, il y a des démonstrations, mais qui ne sont pas des démonstrations au niveau opérationnel. Donc, si vous voulez voir un peu plus dans le détail, ici, vous avez une indication des domaines principalement couverts par ces 3 appels à propositions. C'est important que vous allez lire dans le Hanover Plan l'appel à proposition en entier. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on écrit là-dedans doit être répondu. Pourquoi? Parce que cela va être évalué par des évaluateurs indépendants. Donc, on a au moins 3 évaluateurs indépendants pour les Research and Innovation Action et on a au moins 5 évaluateurs indépendants pour les Innovation Action. Donc, pour chaque proposition, vous aurez au moins 3 à 5 experts qui vont regarder votre proposition et vont la juger. Et vont la juger basée sur quoi? Basée sur comment vous répondez l'appel lui-même, donc le topic qu'on a écrit. Et aussi comment ce topic, ça s'insère dans le cadre du Multi-Annual Action Plan. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi comprendre cette logique. Vous avez pour le Traction System de la recherche sur 3D Active Manufacturing. Vous avez de la recherche sur le Wireless Charging based on Silicon Carbide Semiconductor. Vous avez de la recherche sur comment améliorer la reliability des traction components. Et vous avez de la recherche sur Big Data and Artificial Intelligence applied to traction system and smart maintenance. Donc, vous voyez, c'est vraiment toutes des activités qui regardent vers le futur. Okay? Ensuite, vous avez pour le TCMS, qui est plus près des démonstrations. Donc, on a toutefois une étude sur l'installation des antennes pour optimiser la transmission wireless du TCMS. Ce qu'on fait dans le TCMS, c'est aussi la wireless transmission. On a l'activité qui va s'insérer dans le démonstrateur des membres sur le Functional Distributive Framework, and Subsystem Function, sur l'Application Profile. Vous pouvez voir plus dans le détail dans le topic call. Et on a des études sur le support pour arriver à un SIL4 Replication, inclut Cybersecurity. Et ensuite, quelques développements d'équipements qui vont s'insérer dans les démonstrateurs. Pour le Car Body Shell et Running Gear, on a surtout le développement de nouvelles inspections pour les nouveaux matériaux en composite. On a le développement pour nouveaux matériaux elastomeric materials pour les running gear et aussi pour les journal bearings pour leur enhanced lifetime et life cycle cost. Ensuite, l'IP2. Pour l'IP2, c'est le programme d'innovation qui suit la signalisation et le système de communication. Donc, vous voyez les innovations sur lesquelles on travaille. Donc, ATO, Train Integrity, Moving Block, Next Generation Communication System, Virtual Coupling, Cybersecurity et Safe Positioning
of the train. Ici, la même chose, je ne vais pas dans le détail, et vous pourrez le voir ensuite, mais on va directement aux 2 topics qui sont ouverts cette année pour les non-membres. Donc, on a un topic pour le Moving Block, aussi un TRL assez bas, 3-4, financé à 100%, activité complémentaire avec le nouveau topic pour les membres de l'IP2 et le topic des membres toujours de l'IP2 de l'année passée, Xtorey 3. Ensuite, on a Study on Alternative Bearers and Communication, donc Protocols, donc nouveau système de envoi des données porteuses, et ceci, c'est aussi un Research Innovation Action, avec quelques petites démonstrations laboratoires, et aussi même type de complémentarité. Alors, ici dans le détail, pour le Moving Block, donc le Moving Block, l'idée c'est de créer un semi-formal or formal model for the Moving Block System, et ensuite l'intégrer dans l'architecture développée dans le projet des membres de Xtorey 3. Pour le Safe Train Localization, c'est la definition and development of fault detection exclusion. Ensuite, de Data Fusion Algorithm for Digital Map, Kinematics et GNSS. Ensuite, avoir ces algorithmes et techniques pour sélectionner pour un proof of concept, un premier test, comme je vous avais dit, dans un environnement simulé ou réel. Mais bon, ça peut être aussi simulé. C'est pour ça que le TRL est plus bas. Et ensuite, la définition de Minimal Operational Performance Standard Requirements pour les Augmentation Systems, comme par exemple EGNOS. Pour les Alternative Bearers, on a des études sur les Alternative Bearers et aussi sur leur qualité. Et on a ainsi une étude sur les protocoles de communication et quelles sont les différentes options qui peuvent être utilisées dans les different application layers, et bien sûr l'analyse de la sécurité pour l'utilisation de ces protocoles. Ensuite, vous avez l'IP3. L'IP3 concerne l'infrastructure et l'énergie. Vous voyez qu'on parle d'infrastructures physiques comme track, switches and crossing, mais aussi stations et aussi ponts et tunnels. Mais on parle aussi de asset management, donc comment on gère ces systèmes d'un point de vue IT. Et ensuite, on a, comme je vous avais dit, l'aspect énergétique également couvert dans cette IP. Ici, vous voyez les activités en cours avec les projets en cours. Et ici, les 3 open calls qui sont ouverts cette année. Donc, on a le Next Generation Track Transition Zone, un TRL avec une démonstration. Toujours financé à 100%, 1 350 000. Complémentarité avec le projet des membres de cette année, enfin qui sera financé cette année, et le projet des membres qui a été financé l'année passée. On a aussi le développement de Rail System Asset Management, aussi un TRL qui demande une démonstration en laboratoire, complémentarité avec Into Smart 2, qui est aussi un projet des membres de l'IP3 qui concerne l'asset management. L'IP303, il concerne les les outils robotiques et les outils de wearable machine, comme les exoskeletons, où ici, on demande aussi une vraie démonstration.
parce qu'il y a quand même pas mal d'applications déjà sur un niveau assez élevé de TRL. Sur les Next Transition Zone, on demande le Design and Technical Specification for Physical Transition Zone et de travailler ça avec les membres et de faire des Small Scale Demonstrations, des petits prototypes pour identifier ces Next Generation Transition Zone. Pour les Railway Asset Management, ça concerne le Predictive Data Analysis, Data Analytic Tools, basé bien sûr sur ce qui a été déjà développé et tout va s'insérer pour la démonstration aussi des membres. Et le Multi-Objective Decision Optimization Tool. Donc, vous voyez, c'est tous des outils pour optimiser le travail qui est en cours depuis quelque temps. Les on-track machines using robots. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler sur des robots qui peuvent être utilisés pour faire la maintenance et ainsi de travailler sur des prototypes de exoskeleton. Et ici, vous voyez, le TRL est beaucoup plus élevé, enfin, il est un peu plus élevé, pour essayer d'utiliser ces outils qui sont déjà en fait disponibles sur le marché pour essayer de voir comment la maintenance peut être faite ou optimisée. Ici, c'est l'IP4. L'IP4 concerne toute l'information, comment améliorer l'information aux passagers dans un contexte multimodal, où le ferroviaire est au centre de ce contexte multimodal. Et donc, pour cela, on doit analyser la façon dont on interagit entre les différents systèmes ferroviaires et non ferroviaires. Et pour ça, on a ce qu'on appelle l'Interoperability Framework. On doit penser comment faire en sorte que l'utilisateur puisse faire son booking et acheter son ticket facilement dans un contexte, encore une fois, multimodal. Comment on peut accompagner l'utilisateur avec une application et comment on va l'aider en cas de disruption. Et ensuite, tous les services qui peuvent s'ajouter comme travel shopping pour d'autres types de services et ensuite le business analytic qui peut intéresser l'opérateur. Le sujet, il y a un seul sujet qui est ouvert sur l'IP4. Il concerne l'aide à mettre en place la démonstration de l'application multimodale de l'IP4, en particulier le Mobility as a Service. Et c'est un OTRL, comme vous pouvez voir, et donc c'est financé à 70%. La complémentarité, c'est avec le projet des membres qui sera financé cette année, ainsi que les 2 projets des membres qui sont en cours, Cohesive et Connected. Ici, vous voyez quel sujet on voudrait que ce projet des non-membres réponde. Donc, c'est travailler sur des critères pour le Multimodal Travel Planning, qui prennent en compte aussi l'environmental aspect, confort, specific needs for disabled people, traffic conditions et d'autres choses. Et c'est aussi le développement des algorithmes. Ensuite, c'est le développement d'une application ride-sharing. Il y a déjà, bien sûr, plein d'applications ride-sharing, mais l'idée, c'est de l'intégrer dans l'écosystème de l'IP4. Et donc, de faire en sorte que les applications existantes aussi s'intègrent dans le système IP4. Ensuite, le CCA, c'est les cross-cutting activities. Ici, c'est toutes les activités qu'on finance avec Shift2Rail sur des activités qui sont transversales, mais qui touchent en fait les différents IP et qui touchent le système ferroviaire. Donc, on a toute la partie énergétique, human capital, smart mobility, comment vérifier, enfin KPI et business analysis, social economical impact et aussi assez important toute la partie standardisation, c'est-à-dire que tous les résultats de Shift2Rail qui rejoignent de toute façon un niveau de TRL assez élevé, on essaye de les
porter sur le marché aussi avec la standardisation. Et c'est pour ça que Shift4Rail est en contact direct avec, bien sûr, la commission, qui est un des membres de Shift4Rail, mais aussi les organismes de standardisation, et en particulier ceux européens, Sensenelec et TSI. Mais aussi des organismes qui font des standards pas normalisés comme l'UIC, par exemple. Alors, ici, pour les open calls, on a un open call sur noise and vibration cette année. Un niveau de TRL assez bas, vous voyez, c'est vraiment de la recherche. Et une complémentarité avec le projet des membres en cours, Find2. Ce qu'on demande, c'est la validation des Prediction Tools for Ground Vibration Studies avec un Impact Assessment. Et ensuite, le développement d'un système fonctionnel d'oralisation, c'est-à-dire qu'on entend, et de visualisation qu'on voit, le Railway Noise généré par un ordinateur dans un système de virtual reality. Et donc, ceci, bon, bien sûr, doit se baser sur les résultats déjà développés dans Shift4Rail 1, et vous allez voir dans le topic tous les liens qui vont vous donner accès aux livrables sur cette technologie. Ensuite, l'IPX. Comme je vous avais dit, dans l'IPX, on a financé des projets innovatifs, et on a aussi financé des projets, enfin surtout un projet de système. Ici, vous avez la liste des projets innovatifs qu'on a financés. C'est des projets assez ouverts, mais ça, c'est tous les projets en cours. Donc, je vous ai mis ici parce qu'on n'a pas un planning comme on a pour les TD, parce qu'il n'y a pas de planning, c'est par définition assez ouvert. Mais ici, cette année, on a un open call sur Innovation in Guided Transport. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait un CSA, Coordination and Support Action, qui est assez ouvert et qui donne la possibilité à qui est intéressé sur ces nouveaux systèmes de transport guidé, et on pense en premier lieu à Hyperloop, de se mettre ensemble pour définir des concepts d'opération, de safety case, functional specification, mais aussi de voir si des nouvelles innovations de ces guided transport modes qui sont différents par rapport au ferroviaire classique peuvent être transférées sur le ferroviaire, et en particulier sur les TD de Shift4Rail. Voilà, donc avec ça, j'ai terminé la description des calls. Vous avez tous les liens. Je vois que vous avez déjà échangé par chat, mais via le site web de Shift4Rail, vous allez trouver plein de liens. Et la chose importante, c'est que vu que, enfin, on est dans la call est déjà ouverte, a été ouverte depuis le 7 janvier. Donc, en fait, depuis le 7 janvier, vous pouvez soumettre déjà une proposition. C'est pas important que vous soumettiez la proposition finale. Vous pouvez déjà soumettre des drafts. N'attendez pas la dernière minute, parce que si tout le monde attend la dernière minute, le système va être surchargé et vous aurez des difficultés. Donc, vous pouvez déjà soumettre des drafts. Et si vous avez des questions sur la call elle-même, en plus des questions que vous voulez poser maintenant par chat, vous pouvez écrire à info-call@estuar.europa.eu. Donc, cette adresse email est bien sûr présente sur le site web de Shift4Rail et sur le call lui-même. Voilà, Christophe, je sais. Merci Giorgio pour cette présentation très complète de l'ensemble à la fois du fonctionnement et de la façon dont fonctionnent ces appels ouverts Shift4Rail donc en conformité avec les règles du programmage 2020.
et donc une présentation assez détaillée des 11 sujets. Avant de passer aux questions, il y a une petite question qui est arrivée sur le chat. Alors pour ceux qui sont présents par téléphone, je laisse Pierre Paco répondre. C'est comment devenir expert évaluateur pour ce type d'activité. Pierre, si tu peux répondre. Oui. En fait, oui. Alors donc c'est une très bonne question. Merci de la poser. On la pose pas assez souvent en fait. Il est clair que la commission est très friande d'experts évaluateurs en manque, et la France n'est pas très très bien placée par rapport à ça. Donc c'est une très bonne chose de poser cette question-là et d'avoir peut-être envie d'être expert évaluateur. Alors, pourquoi c'est très bien. Après, je vais répondre à la question, mais enfin, Christophe a apporté le lien, donc je sais pas si j'ai grand-chose à ajouter. Mais c'est vraiment très bien parce que, en fait, ça apporte, c'est super enrichissant, en fait. C'est enrichissant pour la société à laquelle vous appartenez, parce que vous allez voir finalement un peu de l'intérieur comment ça fonctionne. Être expert évaluateur, c'est quoi, hein? C'est donc, comme son nom l'indique, c'est participer au panel, au jury, qui va évaluer les projets. Alors je parle dans H2020, je sais pas exactement comment ça se passe, si ça se passe différemment dans Shift to Rain, mais dans H2020 en tout cas, donc les appels ouverts dans H2020, en fait, vous participez au jury qui va évaluer les projets. Alors évidemment, il y a certaines règles. Notamment, vous pouvez pas participer à un des projets qui candidatent dans le même topic, évidemment, ce genre de règles un peu évidentes. Donc c'est très bien, vous allez mieux connaître un peu comment ça se passe de l'intérieur, donc être davantage capable pour votre entité de proposer demain des projets qui sont parfaitement adaptés, parce qu'il y a tout un esprit en fait de projets européens dans l'évaluation. Donc ça va vous apporter quelque part de l'intérieur les règles et quelque part les recettes de cuisine adaptées pour poser un bon projet sur un autre topic. C'est très enrichissant pour vous également, parce que vous allez côtoyer des experts comme vous, des experts de ces projets européens, des experts techniques, et ça vous participe aussi vous à mieux connaître on va dire les technologies, les techniques qui sont proposées aujourd'hui. Ça va enrichir votre background finalement technique. Ça va vous ouvrir vers un réseau également. Donc tout ça est vraiment utile. Et je disais au début que la France y participait peu parce que il me semble, alors c'est peut-être une interprétation de ma part, mais que les experts français ont un petit complexe d'infériorité parce qu'ils veulent toujours être exactement experts dans le domaine en question. Et en général, on se rend compte que finalement, ils sont quelque part trop experts et sous-estiment leur capacité. Voilà. Donc, bon, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'était pas la question, mais je vous encourage et contactez-moi pour avoir cette discussion et voilà, à la fois sur qu'est-ce que ça apporte, mais également comment faire. Alors maintenant, de façon très pratique, vous avez les règles sur le site H2020, donc le lien qu'a donné Christophe. Donc c'est le site H2020, mais si vous tapez dans un moteur de recherche site H2020 ministère de la Recherche, vous tombez dessus et vous verrez, c'est assez bien organisé. Alors peut-être que c'est parce que je le connais bien, mais vous allez tomber assez rapidement sur ce lien-là, comment devenir expert évaluateur, qui va vous renvoyer évidemment vers le site de la Commission européenne. En fait, c'est un formulaire à rentrer. Ce qui est important, c'est de rentrer quels sont vos champs de compétences. Et là aussi, on en parlera plus en détail si vous voulez, on va dire en comité plus restreint. Mais il y a des thématiques, on va dire, qui sont plus en vogue que d'autres. Donc c'est très important de bien rentrer l'intégralité, ne pas hésiter à être exhaustif sur vos champs de compétences. Plus vous en avez, plus vous avez des chances d'être retenu à la fin. Bon après, typiquement, si vous êtes une femme, la Commission européenne est vraiment cherche et est attentive à avoir un bon équilibre entre hommes-femmes. Donc, si vous êtes une femme, vous avez encore plus de chances d'être retenu. Mais si vous êtes un homme, vous pourrez l'être également. Hein, je vous rassure. Ce qui se passe, c'est que vous rentrez, une fois que vous avez rentré vous êtes rentré dans ce formulaire et que vous avez rempli ce formulaire, vous rentrez dans la base de données de la Commission.
et vous serez appelé si vos champs de compétences répondent bien finalement aux topics sur lesquels ils cherchent des experts. Donc, ne vous attendez pas peut-être une fois être rentré dans la base de données, vous y rentrerez sans mal, mais ne vous attendez pas à tout de suite être appelé. Ça peut attendre un peu, ça peut attendre 1 an, 2 ans. Et n'hésitez pas également, année après année, à remettre à jour votre profil. Ça, c'est super important. Voilà. Donc, la France est en manque et c'est bien aussi pour l'influence de la France. 2, ne sous-estimez pas vos capacités. Remplissez, on va dire, toutes vos compétences. Et 3, faites-le via le formulaire qui est sur le site de la Commission européenne. Lui-même, vous l'aurez sans mal via le site du ministère de la Recherche H2020. Oui. Alors, pour revenir au programme. Christophe, juste pour confirmer ce que Pierre a dit, c'est-à-dire que pour Shift2Ray, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on utilise cette base de données de la Commission européenne pour choisir les experts. Et donc, c'est important que vous mettiez vos expertises dans le rail. Parce qu'on on cherche les experts par mots-clés aussi. Donc, c'est très important de mettre tous les détails et qu'après, il y a les mots-clés déjà qu'on vous trouve et après qu'on comprenne que vous êtes expert et que ce soit pas vraiment quelque chose rempli très vite et très sommairement. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour vous sélectionner. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que on essaye d'avoir chaque année au moins 20% de nouveaux experts. Donc, on essaye vraiment de faire tourner les experts. Mais je confirme aussi la difficulté parce que il y en a pas autant que ça, surtout pour les sortes de sujets qu'on a. Et surtout, notre difficulté, c'est que beaucoup d'experts sont en conflit d'intérêts. Parce qu'on utilise les experts également pas seulement pour l'évaluation de ces topics, mais ensuite, on utilise les experts là où les programme managers de Shift2Ray n'ont pas la compétence technique pour évaluer les résultats des projets, donc les livrables techniques. Donc, on fait l'utilisation d'experts indépendants aussi, d'experts pour l'évaluation des projets en cours. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé à ça aussi, inscrivez-vous, c'est la même procédure. Et juste pour finir, effectivement, Giorgio a tout à fait raison, la notion de mots-clés, quand je dis d'être exhaustif, pour vous donner un ordre de grandeur, être exhaustif, c'est pas de mettre une ligne. Alors vous allez me dire, c'est quoi une ligne et nombre de mots, c'est pas ça le sujet. Mais pour avoir consulté la base de données, pour celle qui est la partie, pas sans entrer dans le détail, on peut avoir quelquefois accès à certaines compétences de personnes, même en étant extérieur. Les gens peuvent remplir des dizaines de lignes sur le domaine de compétences, sur le domaine technique, etc. Donc c'est ça, être exhaustif, c'est ça. Ça peut être mettre des dizaines, j'exagère peut-être un peu, mais une dizaine de lignes. Voilà, ça peut être ça. Et au contraire, j'ai vu certains experts, malheureusement c'était français, mais il y en a aussi d'autres, qui résumaient leurs compétences en 3 mots. Ils ont aucune chance d'être pris, ou peu de chance, pas aucune chance, peu de chance d'être pris. Christophe, je peux dire un mot? Oui, tu peux. Et puis, il y a une question qui était sur le chat, mais elle arrivera après. Luc, la parole est à toi. Je voulais juste dire un mot à Giorgio et lui dire que, contrairement à ce qu'il nous a dit au départ, son français est absolument parfait. Ouais. Et je le remercie de faire l'effort de nous parler dans cette langue. Et que si je pouvais parler italien ne serait-ce que 10 fois moins bien que Giorgio parle le français, qu'est-ce que je serais heureux. Voilà, merci Giorgio. Oui, il était important que ce soit dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giorgio, et c'est vraiment, nous l'apprécions énormément. Petite question qui nous a été posée dans le chat sur la propriété intellectuelle. Alors, je remonte à la question. Quid des règles de propriété intellectuelle industrielle entre les projets issus des open calls vis-à-vis des projets des membres? Oui.
En fait, les règles de propriété intellectuelle, ils suivent les règles Horizon 2020. Donc, ceci est ensuite repris dans le Grant Agreement. Et la règle est très simple. Enfin, la base de la règle est très simple, c'est-à-dire qui développe la solution est propriétaire des droits qui en dérivent. Si vous êtes en plusieurs dans votre consortium à développer quelque chose, ben vous êtes en plusieurs à avoir le droit de propriété intellectuelle. Ensuite, les détails de comment tout ça s'est partagé, cela va découler de votre consortium agreement. Ça, c'est un niveau plus en bas. Et donc, le consortium a quand même une certaine marge pour définir les règles du jeu et notamment ce qui constitue background. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise que vous arrivez avec du background et vous voulez le protéger, mais qui sert comme base pour ensuite faire la recherche, ben vous le mettez tout de suite en place dans votre consortium agréé. Ensuite, avec la relation avec les membres, donc dans ce cas de complémentarité, ben là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire, imaginez que vous allez faire une activité ensemble dans ce cadre de complémentarité. Ben dans ce cas-là, les bénéficiaires des membres qui ont travaillé sur cette solution avec les bénéficiaires des non-membres, ben ces bénéficiaires-là auront tous les deux les droits sur ce résultat. Et ensuite, si c'est un accès, donc c'est pas un transfert, si c'est un accès, c'est-à-dire si le non-membre a développé une solution à lui-même, donc il n'y a pas eu de collaboration pour développer cette solution. La seule collaboration, ça a été à l'intérieur du projet des non-membres. Donc, les non-membres auront le droit sur cette solution et ils doivent donner accès aux membres si cette solution est nécessaire pour continuer l'aventure, disons, de ce technological demonstrator. Par contre, on parle bien d'accès et d'accès pour de la recherche et innovation. Donc, ça veut dire que l'accès c'est donné gratuitement pour continuer la recherche et innovation, mais la propriété intellectuelle elle reste à qui a développé cette solution. Et ensuite, si c'est dans quelques années, par exemple, les membres veulent commercialiser une solution qui utilise des EPR des non-membres, ben à ce moment-là, ils devront négocier avec les propriétaires de cette solution des royalties ou pas. Enfin, ça sera des discussions bilatérales. Mais ça, dans le cadre de recherche et innovation, l'accès, c'est gratuit, pas l'exploitation. L'exploitation, ça devra être négocié, mais c'est pour ça qu'on met en place ce collaboration agreement qui permet de détailler tout ça. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif. Oui. Oui. Okay. Christophe, je pense que oui. Il y a d'autres questions. Alors, une petite question pratico-pratique de quelqu'un qui, je pense, propose ses services pour la gestion de projet. Est-il possible d'obtenir une liste de contacts des membres de l'entreprise commune Shift2Rel afin de proposer nos services à la bonne entité pour les projets Shift2Rel? Giorgio, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ce domaine? Oui. Non, en fait, ce qu'on peut vous donner, c'est déjà sur le site web. Donc, si vous allez voir par membre, vous voyez les entités. Mais ensuite, si vous allez dans l'onglet projet et vous cliquez sur n'importe quel projet, vous allez être redirigé dans une page où on a la vue par IP. Donc, les projets IP1, IP2, IP4, IP5 et CCA. Et vous allez voir que on a un IP coordinateur. Et on a un lien pour cet IP coordinateur. Donc, vous pouvez, par exemple, contacter l'IP coordinateur. Donc, ça, c'est les seuls contacts des membres qui sont mis à disposition directement.
Ensuite, si vous voulez aussi voir qui est membre du governing board de Shift2Rail, il y a aussi là la liste des noms des personnes. Oui, Mais voilà. Vous voilà. trouverez très facilement. Vous avez sur la présentation qui vous sera diffusée les logos de l'ensemble des membres de l'entreprise commune. Donc, je pense que assez facilement, vous arriverez à trouver les bons contacts. Voilà. Merci. Et j'en profite aussi pour expliquer une autre chose qui me paraît important. Sur le site web de la commission qu'on utilise pour l'appel à proposition, donc si vous suivez les liens à partir de notre site, vous êtes redirigé sur la call du Funding and Participant Portal. Et là-dessus, vous aurez aussi la possibilité, vous avez un onglet Search for Partners. Donc, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de dire « Je suis intéressé à ce topic et ceci est mon expertise », de façon à ce que d'autres compagnies voient que vous êtes intéressé et pourraient vous contacter. Et vous pouvez faire des recherches pour trouver des compagnies qui vous aident à compléter votre consortium, en plus de contacter Pierre et voir comment il peut vous aider pour mettre en place les consortiums. Oui, Christophe, le PCN Transport, donc vous pouvez aussi contacter dans le même esprit et en complémentarité le PCN Transport qui met à disposition les infrastructures tant du programme européen et de la partie française pour proposer vos services ou chercher des partenaires pour monter un consortium. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que j'ai épuisé les questions qui nous sont arrivées par le chat. Donc, il y a une question sur quel est l'objectif exact des cross-cutting activities, sustainability and energy. Et donc, j'ai renvoyé sur la dernière version du map que vous trouverez dans la partie Key Documents du site internet Shift2Rail. Les références vous seront aussi données sur la présentation. La parole est aux participants du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Y compris ceux qui sont présents donc par téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je vois, 6 personnes présentes par téléphone. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je ne vois rien arriver sur le chat. Nous allons pouvoir clore ce... Non, pas de questions. Clore ce webinaire. Giorgio, Luc, est-ce que vous voulez, Pierre, ajouter quelque chose? Non, de mon côté, non. Merci au niveau de l'organisation, évidemment. Si, une petite question qui vient d'arriver. Donc, pour trouver un partenaire, Giorgio l'a précisé, ce n'est pas sur le... Enfin, vous y arriverez par les hyperliens à travers le site Shift2Rail, mais il faut aller sur le site où les appels sont proposés, sur le site du programme Horizon 2020. Giorgio, peux-tu le confirmer? Oui, si vous voulez, je vais vite vous montrer. On va essayer si ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Voilà. Donc, je suis sur le site web de Shift2Rail. Vous allez dans Participate, Ongoing Call. Et ici, vous avez tous les détails de l'Ongoing Call, inclus à qui adresser les questions. Et sachez que les questions ensuite vont être anonymisées et publiées en toute transparence pour tous les autres participants. Mais si vous cliquez sur Apply Here, comme j'ai fait, vous allez être redirigé sur Funding and Tender,
c'est-à-dire le portal de la Commission, enfin le portal de l'Union européenne, et dans ce cas, c'est la Commission qui l'a mis en place, pour recevoir vos propositions. Et donc ici, il y a tous les topics. Vous allez choisir le topic que vous êtes intéressé. Je clique sur Noise and Vibration. Et ici, vous avez l'onglet Partner Search. Et donc, vous avez, une fois que vous vous loguez, vous pourrez chercher pour le partenaire. Vous voyez ici, il y a déjà, par exemple, quelqu'un qui a exprimé son intérêt, une société tchèque qui a exprimé son intérêt. Voilà. Et donc, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez les contacter, etc., etc. Oui, merci Giorgio. Donc, je pense que l'ensemble des 4 personnes sommes aussi à la disposition de tous les acteurs potentiellement intéressés pour répondre à vos questions et les rediriger aussi vers Shift2Rel qui les anonymise et les met à disposition au travers de sa fac foire aux questions, l'ensemble des questions et des réponses qui sont apportées à l'ensemble des questions posées. Alors, des questions qui arrivent donc par le chat. Comment peut-on connaître le contenu du TD 1.6, Giorgio? Alors, il est aussi sur le Multi-Annual Action Plan, le lien que Christophe a déjà partagé, que vous pouvez trouver dans About Reference Document. Et sinon, un autre moyen pour voir ce qui est déjà fait dans le TD 1.6, vous cliquez dans Projet dans le site web de Shift2Rail. Voilà, je vous montre. Ensuite, ici, vous avez une vue de tous les projets. Donc, ça, c'est pour voir les projets complémentaires principalement. Et vous avez cette vue ici, Tech Demo View, Technology Demonstrator. Vous cliquez sur ça. C'est toujours la même information, mais mise d'une façon un peu différente. Et ici, dans Tech Demo View, alors je mets ça ici, dans Tech Demo View, vous avez l'IP, le TD 1.6. Vous cliquez dessus et vous serez dirigé à une page web qui vous montre sur les projets en cours quels sont les work packages du projet concerné pour ce TD, sur les doors, et quels sont les livrables publics disponibles que vous pouvez regarder. En ce moment, il n'y a pas grand-chose ici, il y a juste les specifications, mais c'est parce que c'est peut-être des livrables qui n'ont pas encore été soumis. Voilà. Merci Giorgio. Autre question qui nous arrive par le chat. Certains appels mentionnent plusieurs, à l'initiative de Laurent Lucas, certains appels mentionnent plusieurs workstreams, par exemple sur l'IP1 pour le deuxième topic. Faut-il adresser un seul ou tous les workstreams dans la même proposition? En fait, là, c'est la même chose. Ça, il faut vraiment lire attentivement le topic. Donc, si j'ouvre le Hanover Plan, donc là, on est avec le IP1, le deuxième topic. IP1, le deuxième topic. Non, là, je suis avec les CFM. Attendez, Mais en tout cas, je suis sûr presque à 100%. Voilà, ici. Vous voyez que ils disent in order to address the scope of the challenge, proposal should address all of the following workstreams. Donc, c'est-à-dire que tous les workstreams doivent être adressés. Et si vous le faites pas, vous êtes encore éligible. Donc, votre projet sera quand même évalué. Mais vous pouvez bien imaginer que l'évaluation technique aura des points en moins parce que vous n'aurez pas couvert un workstream. Donc, vous prenez des risques parce que si une proposition a couvert tous les workstreams correctement, elle va probablement avoir plus de points que vous et donc être éligible. Et il faut vraiment lire attentivement ce qu'il y a écrit dans le texte. Je crois que tous, si je ne me trompe pas, des open calls disaient quand même, mais je crois que tous, c'est exactement la même phrase. C'est-à-dire que tous les workstreams doivent être couverts.
Il y a juste une particularité que j'avais oublié dans ma présentation de mentionner. Le topic sur le Bearer Communication qui est assez petit sur de l'IP2, il est en RIA, Research and Innovation Action, et comme je vous avais dit, pour le Research voilà, de 350 000 euros, pour le Research and Innovation Action, normalement, c'est 3 compagnies de 3 États membres ou membres associés d'Horizon 2020. Pour celui-là, on a mis une exception, c'est-à-dire, vu le montant bas, on accepte aussi, même si c'est juste une compagnie qui répond à la proposition. Mais tout ça est écrit encore une fois dans le topic. Oui, merci Giorgio. Je pense que c'était important que ce soit précisé. Voilà, donc je pense qu'on ne peut que répéter une lecture attentive du texte des topics. Beaucoup d'informations s'y trouvent. Et je pense de façon suffisamment claire, quoi. Mais il ne faut jamais hésiter à poser des questions complémentaires. Moi, je rajoute mon grain de sel aussi là-dessus. Hein. Giorgio a expliqué un certain nombre de règles qui s'appliquent à tout ce qui est H2020 et donc à Shift2Rail en particulier. C'est un peu, il y a un côté quelque peu bureaucratique et administratif. Mais il faut dépasser ça. C'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est qu'il y a un cadre que l'Union européenne impose parce que sinon, tout ceci partirait dans tous les sens et les évaluations seraient extrêmement difficiles à faire. Donc, on est sur des figures imposées dans un cadre relativement clairement établi. Donc, ne nous arrêtons pas, ne vous arrêtez pas à l'aspect un peu rébarbatif des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Ça permet effectivement de ne garder au bout du compte que ceux qui ont su s'inscrire dans ce cadre-là, il faut le voir de façon positive et pas négative. Et je le dis pour des entreprises industrielles, pour des PME, pour qui tout ceci peut apparaître lourd. Oui, c'est un peu lourd, mais finalement, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, eh ben, c'est assez simple. Et j'aime bien à chaque fois que Giorgio a expliqué que finalement, les règles, elles sont claires, elles sont précises, mais elles sont aussi assez faciles à comprendre. Sur la propriété intellectuelle, comme il en a été question, finalement, tout ça est très logique. Je ne vois plus notre ami de l'État et du ministère de la Recherche et des universités, et voilà, mais il y aurait à s'en inspirer pour le fonctionnement des IRT et des gens comme ça. Ce sujet, notamment pour des PME, mais pas que pour des PME, est un sujet qui, côté industriel, est extraordinairement sensible et est capable de faire reculer des entreprises qui auraient des choses à dire et qui voudraient s'investir et qui ne le feront pas parce qu'il y a cette crainte derrière. Mais le savoir-faire que j'y ai mis, les connaissances, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Vont-elles être livrées en pâture à tout le monde ou pas? Ce point est un point extrêmement délicat. Et je trouve que ce que Giorgio nous a expliqué, et que moi je connaissais parce que je m'étais intéressé à la question, sont des questions extrêmement logiques et justes, j'ai envie de dire. Hein. Donc, non, ne vous découragez pas les uns ou les autres parce qu'il y a un cadre administratif assez précis. Dépassons ça et ce qui compte, c'est d'aller dans les projets et c'est d'aller dans le partage de l'innovation et dans les progrès qui peuvent être proposés au secteur ferroviaire dans son ensemble. Voilà, et encore une fois, merci à Giorgio. Oui, merci Luc. Alors Pierre Paco nous envoie un petit message sur le chat en nous disant je suis présent, mais petit problème de bande passante pour sa présence effective à l'écran du webinaire, quoi. Merci Pierre, quoi. Et d'autre part, merci à Alain Tuette de nous informer que effectivement, pour ceux qui sont présents sur le webinaire par ClickMeeting et donc à travers leur navigateur, qu'en allant sur le petit écran à droite de leur nom, ils peuvent télécharger la présentation que nous venons d'avoir de Giorgio.
Présentation qui bien évidemment sera envoyée à tous les inscrits pour ceux qui ne sont présents que par téléphone et ne peuvent pas voir effectivement la présentation. Alors, je vais essayer, moi. Voilà. Petit écran à droite de mon nom. Donc à nouveau, y a-t-il des questions complémentaires? Je ne vois rien de mon côté. Ah oui, Olivier Closeau écrit sur le chat. Très bien. Ah. Ça marche, hein, je précise que ça marche. Hein, le droit de mon nom, fichier partagé, c'est très bien. Et il y a le fichier qui fait 13,4 mégabits. Voilà, c'est très bien. C'est compris. Oui, oui. Olivier Closeau confirme aussi que cela écrit mais bien. pendant Cela que tu fonctionne. parlais, vous nous expliquer ça, pendant que tu nous expliquais ça, Christophe, moi j'ai fait la démonstration concrète. Ça marche. C'est pas du vent, c'est du vrai. Bon, allez. Très bien. Amélie Espérou écrit. Alors, Amélie Espérou, question pour Giorgio. Quelle est la méthodologie pour répondre à un appel en nombre de pages, par exemple? Est-ce qu'on peut répondre en français, j'ajoute? Ou est-ce qu'il faut impérativement écrire en anglais? C'est un petit détail, mais il faudrait le dire aussi. Oui, oui, tu as raison. Donc, il faut écrire en anglais. Parce que sinon, c'est déjà difficile comme ça, trouver des évaluateurs indépendants. Si je dois les trouver qui comprennent toutes les langues de 28 pays, ça va être compliqué. Mais non, donc c'est en français. Et donc, sur le site que je vous ai montré tout à l'heure du Funding and Tenure Opportunities, vous allez, une fois que vous allez entamer la procédure pour soumettre une proposition, vous allez avoir accès à tous les critères en fait. Donc il y aura, vous pourrez télécharger également un fichier exemple de comment la proposition doit être. Et effectivement, il y a certaines sections qui vont être écrites directement en ligne et certaines sections qui sont limitées en nombre de pages. Et effectivement, tout est décrit. Voilà. Donc merci Giorgio. Pour Amélie Espérou, sur la réponse à l'appel sur Funding and Tenders Opportunities, l'ensemble de la forme que doit prendre la réponse y est proposé. Donc, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de... En règle générale, si je peux me permettre, si c'est la première fois que vous répondez à un appel à proposition dans le cadre d'Horizon 2020 ou dans le cadre même FP7, parce que ça n'a pas vraiment changé entre FP7 et Horizon 2020, enfin pas beaucoup, je vous conseille quand même de discuter et de voir peut-être avec une compagnie ou quelqu'un quand vous formez le consortium qui a déjà eu cette expérience. Parce que même si tout est indiqué, il y a toutes les règles et tout ça, la pratique, le fait de l'avoir déjà fait aide énormément. Et en complément, Olivier Closeau nous précise que pour la France, les pôles de compétitivité peuvent être d'une aide précieuse. Absolument, absolument. Je pense que... Ils connaissent bien le système. Voilà. Voilà quoi. Donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. Donc notamment e-trans pour le ferroviaire, mais je ne vois pas être limitatif. Il y a plusieurs pôles de compétitivité en France. Voilà, je ne vois pas d'autres messages arriver. Personne n'écrit. Y a-t-il des questions chez les personnes présentes par téléphone? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier
le PCN Transport donc et la présence de Pierre Pacaud. Effectivement, Marie-Françoise Chérat est malheureusement absente, souffrante, et elle est d'une aide précieuse pour le montage de ces réunions d'information pour le compte du PCN Transport, hein, et donc nous pensons bien à elle. Je remercie Giorgio pour sa présentation extensive, claire, son français parfait pour nous francophones, et je le remercie de ses efforts. Je remercie aussi Luc, puisque sans industriel, il n'y a pas de partenariat public-privé, et donc il n'y aurait pas Chiftourel. Ce sont voilà des piliers importants dans le partenariat. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clore le webinaire. Et donc, en mon nom propre, je vous remercie pour votre présence, d'avoir pu être présent en aussi peu de temps. Voilà, à nouveau un message de Nicolas Bouygues, c'était très clair. Je pense que c'était l'enjeu. Merci d'avoir été présent, de vous être disponibilisé en aussi peu de temps, hein, pour une invitation lancée vendredi matin dernier. Voilà quoi. Et n'hésitez pas à vous adresser à l'ensemble des acteurs qui étaient présents ici. Luc, Giorgio, Pierre, moi-même, pour toute question à faire remonter, et que nous ferons monter aussi à la GU pour réponse. Voilà, je pense que nous pouvons clore. Donc à nouveau, plusieurs messages. Merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant. Merci Luc de Bruno Hersan. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. 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 Au revoir. Et donc Giorgio, si tu peux nous renvoyer la présentation ou la liste des participants et la présentation. Tout à fait. Voilà, afin que nous puissions l'envoyer à tous. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Hein, ça a très bien marché. Hein. Oui, très bien. La technologie nous a suivis. Oui, oui. Je suis en train de l'ouvrir, ça va très bien. Merci. Oui. Allez, au revoir. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les propositions. Voilà. À vos crayons et stylos. Voilà. Et ordinateur. Au revoir. Au revoir. Donc là...